Bonjour à tous, je suis doctorant en deuxième année au laboratoire Astroparticules et Cosmologie et je vais vous présenter ma thèse sur le sujet Observation de la distribution de la matière noire dans l'univers. Donc vous vous demandez peut-être ce qu'est la matière noire et en fait on ne sait pas. Alors de quoi est-ce que je suis en train de vous parler? Eh bien si on observe une galaxie, on peut voir dans cette galaxie des étoiles qui tournent autour du centre de cette galaxie et pour plusieurs étoiles on peut mesurer à quelle vitesse elles tournent autour du centre de cette galaxie. Si on fait ça, on peut ainsi mesurer la courbe B en rouge qui montre la vitesse à laquelle les étoiles tournent autour de la galaxie en fonction de la distance à laquelle ces étoiles se trouvent par rapport au centre de la galaxie. Par ailleurs, on peut observer la luminosité de la galaxie et avec cette mesure de la luminosité, on peut estimer quelle est la masse de cette galaxie. Les lois de la gravitation nous disent ensuite que pour cette masse, la vitesse de rotation des étoiles doit en fait suivre la courbe A, en bleu. Et donc en fait, on a deux courbes qui sont différentes alors que ce devraient être les mêmes. Et le fait que ces deux courbes sont différentes, ça nous dit qu'en fait, notre estimation de la masse de la galaxie à partir de la luminosité est fausse. Donc en fait, il y a davantage de masse que celle qu'on peut observer à partir de la luminosité de la galaxie. Et cette masse qu'on est obligé de rajouter, qui n'émet pas de lumière, c'est ce qu'on appelle la matière noire. On ne sait pas ce que c'est, mais on sait aujourd'hui qu'elle compose 80% de la matière de l'univers, donc la majeure partie de la matière, c'est de la matière noire. Et cette matière, elle n'est pas comprise uniquement dans les galaxies, mais également en dehors des galaxies, dans l'ensemble de l'univers. L'objectif de ma thèse, c'est de savoir comment cette matière se distribue dans l'espace. Donc là, je vous montre une image qui est une simulation qui montre la distribution de la matière noire dans l'univers. Donc ça, c'est ce que moi, j'essaye d'observer. Mais là, ce que je vous montre, c'est une simulation. Donc c'est des calculs assez compliqués qui sont faits et qui vous montrent comment la matière noire devrait être distribuée. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la matière noire, elle va être essentiellement dans des régions très denses qu'on appelle des halos de matière noire. Et ces halos vont être reliés par des filaments, également composés de matière noire. Et l'ensemble de ces halos et de ces filaments, c'est ce qu'on appelle la structure de grande échelle de l'univers. On dit de grande échelle car pour vous donner une idée, ces halos de matière noire ont une taille qui est de l'ordre de 1 milliard de fois la taille de notre système solaire. Ce sont donc des très grandes échelles. Et moi, dans ma thèse, j'essaye donc de savoir comment est-ce que je peux mesurer cette distribution-là. Mais comment faire puisque cette matière n'émet pas de lumière et qu'on ne peut pas l'observer directement? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la théorie de la relativité générale qui nous dit que les masses déforment l'espace-temps. Là, par exemple, l'espace-temps est représenté par ce quadrillage, et on voit que la Terre déforme l'espace-temps. Donc un rayon lumineux qui devrait se propager en ligne droite, eh bien lorsqu'il va passer à proximité de la Terre, il va suivre la courbure de l'espace-temps et il va être dévié par la présence de la Terre. De la même manière, dans ma thèse, j'essaye de faire la même chose avec de la matière noire, et de cette manière, si je peux mesurer la déviation de rayons lumineux, je peux savoir quelle quantité de matière noire il y a à cet endroit. Donc ce que j'essaye de faire, en fait, quelque sorte, ce sont des ombres chinoises, puisque vous savez que dans les ombres chinoises, on a de la lumière en arrière-plan qui va éclairer des marionnettes qui se trouvent derrière un écran. Et ce qu'on va observer, ce ne sont pas les marionnettes, c'est en fait l'absence de lumière au niveau des marionnettes. Eh bien moi, dans ma thèse, je fais la même chose. J'ai de la lumière qui arrive en arrière-plan et qui va passer à travers la matière noire et être déviée. Et ce que je vais mesurer, ce n'est pas directement la matière noire, c'est la déviation de la lumière due à la matière noire. Et ainsi, je peux reconstruire la distribution de la matière noire. Donc pour faire ça, j'ai besoin d'avoir de la lumière en arrière-plan, et j'ai envie que cette lumière elle soit très lointaine, parce que si elle est très lointaine, je vais pouvoir observer la distribution de la matière noire à des endroits qui sont très loin de nous. Et donc cette lumière que je vais observer, c'est la première lumière qui a pu se propager dans l'univers, et c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Je vous en montre une image ici à gauche, et c'est une lumière qu'on peut observer partout autour de nous, et donc qui forme une sphère autour de nous, mais que je vous représente ici sous la forme d'un planisphère. Sur l'image de droite, vous voyez la Terre sur laquelle nous sommes, et lorsqu'on regarde effectivement autour de nous, très loin, on peut voir cette image du fond diffus cosmologique. Et cette lumière, avant d'arriver jusqu'à nous, elle doit se propager à travers la lumière. Et donc si en l'absence de lumière, on devrait obtenir cette image en haut du fond diffus cosmologique, eh bien le fait qu'il y a de la matière, ça dévie les rayons lumineux du fond diffus cosmologique, et donc l'image qu'on observe, elle est déformée. Et moi, ce que je fais dans ma thèse, c'est que je vais mesurer ces déformations pour ensuite pouvoir reconstruire la distribution de la matière noire. Donc ce que je fais dans ma thèse, c'est que j'étudie la distribution de la matière noire dans l'univers, et globalement, ce que je fais, ce sont des ombres chinoises avec la première lumière qui a pu se propager après le Big Bang. Je vous remercie.
Alors bonjour à tous, je m'appelle Jean-Baptiste Daquillot et je vais vous présenter ma thèse sur les origines et propriétés du vent solaire. Donc le vent solaire, comme son nom l'indique, c'est un vent qui vient du soleil, mais on va aller plus en profondeur. Donc là, vous avez une image du soleil lors d'une éclipse, c'est-à-dire que la lumière directe du soleil qui nous arrive est bloquée par la lune. Et ce qu'on observe, en fait, c'est toute la lumière environnante du soleil. Et cette lumière environnante, avec les différentes zones blanches que vous voyez, je l'ai encadrée ici, c'est ce qu'on appelle la couronne solaire. Et donc dans cette couronne solaire, on a différentes particules, on a de l'hélium, de l'hydrogène, on a des protons et des électrons. Et donc ils se baladent dans cette zone qui est très chaude. Et pour vous donner un ordre de grandeur, au cœur d'un volcan, on a à peu près 1000 degrés. Au cœur de la couronne solaire, on a 1 million de degrés. Donc c'est 1000 fois plus chaud que dans un volcan. C'est très chaud. Et donc c'est l'endroit où naît le vent solaire, mais comment? Et vous pouvez vous demander pourquoi cette image de pâte dans un four à micro-ondes, vous allez comprendre. Vous avez sûrement déjà mangé des pasta box. Donc c'est ce que vous mettez au four à micro-ondes, vous réchauffez. Et en fait, quand vous réchauffez, vous avez l'air à l'intérieur de votre pasta box qui chauffe. En chauffant, il se dilate et en fait, il exerce une pression thermique sur toutes les parois. Et du coup, vous avez le film plastique au-dessus qui commence à gonfler. Et plus vous chauffez votre pasta box, plus la pression thermique à l'intérieur est grande et plus ça a envie de sortir le gaz à l'intérieur. Il se passe la même chose au niveau du Soleil, donc vous avez des particules proches du Soleil là-bas, et donc la pression thermique va pousser les particules là où il y a de la place, donc c'est-à-dire partout ailleurs en fait, là où il y a du vide. Donc les particules vont être soufflées. Le seul problème, c'est que proche du Soleil, on a aussi la gravité. La gravité est très forte. Le Soleil est beaucoup plus lourd que la Terre, à peu près 1 million de fois plus lourd. Et donc la gravité retient les particules et crée une sorte de mur invisible. Et donc ce mur s'oppose à la pression thermique. Et il faut donner assez d'énergie aux particules, donc assez de pression thermique, pour qu'elles puissent s'en aller. De la même manière qu'une fusée décolle, il faut lui donner assez d'énergie pour qu'elle puisse s'arracher à la Terre. Et donc ça, c'est comment il naît. Ensuite, comment est-ce qu'il évolue? Pour le savoir, on a envoyé déjà plusieurs missions spatiales. Et le satellite que vous pouvez voir ici s'appelle Parker Solar Probe. Et il a été envoyé il y a à peu près 3 ans par la NASA. Et c'est sur ce satellite que du coup, moi je compte et j'étudie les données. Et son but, c'est d'aller plus proche du Soleil que toutes les autres missions avant. Donc il va s'aventurer pour nous donner de nouvelles mesures en fait, là où est créé le vent solaire. Donc pour vous dire déjà de ce qu'on comprend de l'évolution du vent solaire, là vous avez à gauche le Soleil et à droite la Terre. Et ce qu'on aime bien regarder en général, c'est la vitesse du vent. Et cette vitesse du vent, on observe déjà qu'il y a plusieurs vitesses différentes qui sont entre 250 et 600 km par seconde. Pour vous donner un ordre de grandeur, le vent le plus lent, c'est 900 000 km par heure. Donc c'est lent entre guillemets. Et donc, d'après ce qu'on peut prédire, on va avoir un vent qui va accélérer fort au départ et ensuite qui va avoir une vitesse à peu près constante. Et d'après la théorie, à la base, dans la couronne solaire, plus l'énergie qu'on donne est grande, donc plus c'est chaud, plus le vent va aller vite. Donc ça, c'est ce qu'on est censé prédire. Ce qu'on observe, c'est les lignes en pointillé, et on voit que entre la théorie en trait plein et en pointillé, là il y a les mesures, ça colle plutôt bien, sauf pour les familles de vent les plus lentes, donc pour les courbes rouges et noires ici. Et on voit qu'en fait, la théorie est en dessous des mesures, ce qui veut dire que la prédiction nous dit que notre vent est plus rapide que ce qu'on pensait. Ou en tout cas, il est accéléré pendant plus longtemps. Donc ça, c'est un problème du vent solaire que je vais essayer de résoudre avec ma thèse. Et la deuxième chose, c'est que quand on regarde la température à la base du Soleil, donc là où est créé le vent, pour les vents les plus lents, au départ, c'est bien plus c'est chaud, plus c'est rapide. Et en fait, arrive le moment où pour le vent le plus rapide, il est créé en fait dans une zone qui est plus froide. Donc là, ça paraît bizarre parce qu'on se dit, avec la pression thermique, plus c'est chaud, plus ça va vite. Donc en fait, ça semble vouloir dire que le processus d'accélération du vent le plus rapide est potentiellement différent de celui des autres. Donc ce qui va se passer avec Parker Solar Probe, on va s'intéresser à la zone qui est juste là-bas et on va essayer de faire plus de mesures pour mieux comprendre ce qui se passe dans cette zone-là. Et donc c'est en ça que se résume ma thèse. Et le but de ça, c'est si on comprend mieux comment naît le vent solaire, on peut aussi mieux comprendre comment il va évoluer. Et le but, c'est d'avoir une cohérence globale entre ce qui se passe proche du Soleil dans la couronne et ensuite de la manière dont il évolue entre le Soleil et la Terre. Je vous remercie. Bonjour à tous, je m'appelle Valentin Sauvage et je vais vous présenter ma thèse sur l'étude et le développement d'un réfrigérateur à dilution en cycle fermé, spatialisable, pour l'observation du fond diffus cosmologique. Cette thèse, je la fais actuellement à l'IAS, à l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay. Alors, vous voyez mon sujet, vous allez faire « ouais ». L'observation, je connais, fond diffus cosmologique, vous connaissez grâce à Raphaël maintenant. À la fin de cette présentation, normalement, vous connaîtrez mon sujet aussi bien que moi. Plantons un peu le décor. Il y a 13,8 milliards d'années, le Big Bang.
j'ai ressorti de mes placards une vidéo du Big Bang. Attention, dans 5, 4, 3, 2, 1. Encore un problème technique peut-être? Non, pas du tout. Il n'y a aucune lumière à cette époque-là. Il a fallu attendre 380 000 ans avant d'avoir la première lumière de l'univers. Le fond diffus cosmologique. Avec le temps, ce rayonnement a perdu en éclat. On se situe maintenant donc 13,8 milliards d'années après le Big Bang. Ce rayonnement, ces traces de ce rayonnement qu'on appelle le fond diffus cosmologique, c'est un peu compliqué à observer. Ni vous, ni moi ne pouvons le voir. Si on lève les yeux, on ne le voit pas. Par chance, certains détecteurs le peuvent. J'ai nommé les thermomètres. On les embarque à bord de satellites et on leur demande des mesures très précises. Tellement précises que la chaleur des thermomètres elle-même altère les mesures. Il faut donc les refroidir. Les refroidir à une température proche du zéro absolu, soit moins 273,05 pour les thermomètres. C'est là que ça devient technique. Mais alors, comment faire? Prenons une boîte et introduisons d'un côté un groupe d'hélium 4. L'hélium 4, c'est celui qu'on utilise pour gonfler les ballons. Il flotte. De l'autre, on va introduire de l'hélium 3. C'est un variant de l'hélium 4. Au début, chacun reste de son côté. Pourtant, très vite, je vais forcer l'hélium 3 à passer dans l'hélium 4, ce qui va lui demander beaucoup d'énergie. Et cette énergie, il va la puiser dans son environnement, sous forme de chaleur, ce qui contribue au refroidissement de mes thermomètres. Et on peut donc enfin détecter le fond diffus cosmologique. Puis, je vide ma boîte, ce qui permet à de nouveaux groupes hélium 3 et hélium 4 d'y entrer. Le mélange hélium 3 et hélium 4 est éjecté dans l'espace. C'est nickel. On a un satellite, des détecteurs à bord, un système de refroidissement. On peut observer le fond diffus cosmologique pendant une semaine, un mois, une année, davantage. Et non, il n'y a plus d'hélium. Et oui, lorsqu'il n'y a plus d'hélium 3 et d'hélium 4 injectés dans ma boîte, mes thermomètres se réchauffent, ne sont donc plus capables de détecter les traces du fond diffus cosmologique. Et vous imaginez bien que dans l'espace, c'est compliqué de réapprovisionner le satellite en hélium. Donc on se retrouve avec un satellite flambant neuf, sans carburant. Je travaille sur une solution qui permettra de reséparer le mélange hélium 3, hélium 4 en de nouveaux groupes hélium 3, hélium 4 à réinjecter dans ma boîte. Grâce à ça, les missions ne seront plus limitées par la quantité d'hélium qui sera embarquée initialement. Cette nouvelle technologie, elle permettra d'obtenir une quantité gigantesque de données sur le fond diffus cosmologique, ce qui apportera énormément d'informations sur ces premiers millénaires de notre univers où il n'y a littéralement aucune lumière, et éclairera enfin le monde sur ces sombres premiers millénaires de notre univers. Merci. Bon, je m'appelle François, mon sujet c'est les rayons cosmiques et leur interaction avec le milieu interstellaire. Vous savez tous qu'on habite sur la planète Terre, j'espère, qui se trouve dans un système solaire. Et ce système solaire se trouve dans une bulle locale qu'on peut trouver là. Cette bulle, elle est de faible densité de gaz comparée aux alentours. Mais pourquoi? En fait, si on regarde une photo plus réaliste, là est la bulle locale où on vit, dans une vallée de faible densité de gaz. Et cette vallée, elle est délimitée des deux côtés par deux murs de nuages de gaz très denses comparés à notre milieu. Dans ces nuages de gaz, il y a des formations d'étoiles. Et puisqu'il y a des formations d'étoiles, donc il y a forcément des étoiles qui vont mourir. Et quand une étoile meurt, il explose en formant un supernova, en éjectant des particules, des noyaux et des électrons partout dans toutes les directions, avec de très grandes vitesses et très grande énergie. Ces particules qui sont éjectées, on les appelle rayons cosmiques. Dans les modèles d'évolution des galaxies, on parle de la pression du gaz, pression du champ magnétique, mais on oublie souvent la pression des rayons cosmiques. Alors si on regarde la quantité des rayons cosmiques, le spectre en fonction de l'énergie, on trouve qu'à un moment donné, il y a un endroit dans le spectre où il y a une très grande énergie en fait, des rayons cosmiques. Ça veut dire qu'il y a une très grande pression des rayons cosmiques et qui est un peu proche de la pression du gaz. Donc pourquoi on oublie dans les évolutions? On ne sait pas. Donc en fait, pour ajouter les rayons cosmiques dans les modèles des évolutions, il faut d'abord étudier les rayons cosmiques, surtout dans cette zone d'énergie-là,
parce que c'est ça qui nous intéresse. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc en fait, ces rayons cosmiques, ils sont en train de se propager dans l'univers, et à un moment donné, ils arrivent à notre système solaire. Nous, on est là, et nous, on est protégés par une bulle formée par le champ magnétique du Soleil qui s'appelle l'héliosphère. Cette héliosphère-là, il empêche les rayons cosmiques de faible énergie de pénétrer et arriver chez nous. Donc à un moment donné, il y a des particules qui rentrent chez nous, qu'on peut compter, mais il y a des particules qui n'arrivent pas à rentrer chez nous. Et si on commence à compter le flux, ça veut dire la quantité des rayons cosmiques qui rentrent chez nous, on trouve cette courbe bizarre. En fait, c'est la courbe de l'hydrogène et de l'hélium. Et on trouve que là, on peut compter tout ce qui arrive chez nous. Mais là, en bleu clair, il y a une petite cassure. C'est à cause des particules qui n'ont pas réussi à rentrer chez nous. Et du coup, ce qu'on a fait, on a envoyé deux satellites, Voyageur 1 et Voyageur 2. Après 40 ans, ils ont pu sortir de l'héliosphère pour compter les rayons cosmiques à l'extérieur de l'héliosphère. Et on a obtenu les points en bleu foncé ici. Donc très bien, on sait très bien le flux des rayons cosmiques, la quantité des rayons cosmiques qui arrivent dans notre système solaire. On veut savoir si c'est homogène. Est-ce que c'est pareil dans tous les nuages qui se trouvent dans les deux murs qui nous limitent ou pas? Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas envoyer des satellites là-bas. Ça va prendre des centaines d'années. Donc on utilise des méthodes indirectes pour compter le flux là-bas. C'est quoi la méthode? C'est que quand les rayons cosmiques pénètrent un nuage, il se passe une interaction. Les noyaux vont taper les noyaux, les électrons vont dévier, et dans toutes les interactions, il y aura une émission des photons, mais pas n'importe quel photon, des photons de type gamma. Donc je vais mettre un télescope qui s'appelle Fermi, et ce Fermi-là, il va commencer à compter les gamma. Pardon. Voilà. Donc en fait, il va compter. Si par là, je sais qu'il y a un nuage, et que par là, je reçois des photons, donc évidemment, je peux déduire que par là, il s'est passé une interaction. En utilisant des modèles qui vont deviner la probabilité d'interaction, qu'on va appeler des modèles de section efficace, je peux savoir la quantité de rayons cosmiques qui ont traversé ce nuage qui a émis des photons en fait. On a appliqué cette mesure à tous les nuages qui nous entourent et on obtient toutes les courbes colorées ici. Et on trouve qu'ils ont toutes les mêmes grandeurs, toutes les mêmes valeurs. Et du coup, je peux prendre une moyenne que j'appelle la moyenne locale en noir. Et c'est ça en fait la moyenne des rayons cosmiques dans le milieu qui nous entoure. C'est homogène, c'est parfait. Mais il y a 3 ans, on découvre un nuage qui s'appelle Eridu. Lui, il avait une allure bizarre. En fait, il avait 30% de manque de rayons cosmiques par rapport à tous les nuages locaux. On ne comprenait pas pourquoi, mais en fait, c'était intéressant de l'étudier parce que peut-être on va comprendre la propagation des rayons cosmiques. On va comprendre peut-être quelque chose qu'on ne sait pas. Et là, j'ai commencé ma thèse. Pourquoi ce Eridu a 30% de moins? Donc en fait, pour voir cette observation-là, il fallait faire le calcul théorique et comparer à l'observation. Donc j'ai utilisé les modèles de probabilité d'interaction, qu'on appelle les modèles de section efficace, et j'ai obtenu ces courbes-là. Donc j'ai la courbe qui est en haut, qui prouve que les nuages locaux ont évidemment le même flux que notre système solaire, et donc Eridu, il a un manque de 30%. Mais en même temps, j'ai utilisé un autre modèle qui est la courbe d'en bas. Elle est bizarre parce qu'elle prouve que Eridu, il ressemble à notre système solaire et que ce sont tous les autres nuages qui ont un surplus de 30%. Donc on a 2 modèles avec 2 résultats contradictoires. Et du coup, j'utilise un 3e modèle qui est pire. En fait, c'est la courbe du milieu. Elle prouve rien du tout. Elle prouve que les nuages ont un surplus à la fois et à l'autre fois, en fait, Eridu, il a un manque en même temps. Donc c'est trop bizarre. Mais le problème, c'est qu'on est en train de comparer avec un seul nuage. Et du coup, ma deuxième partie de thèse, c'est de regarder un autre nuage qui s'appelle Reticulum, à l'autre côté de la vallée, et comparer Reticulum à Eridu. Voilà, c'est ça. Bonjour à tous, je m'appelle Gavin Leroy, et je vais vous raconter une petite histoire autour de la détection des amas de galaxies par effet de lentilles gravitationnelles faibles. Notre histoire commence par une question. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a dans l'univers? À cette question, mon professeur m'avait répondu: on ne sait pas, c'est compliqué, c'est un grand problème aujourd'hui. Pourtant, du haut de mes 13 ans, j'avais une idée pour résoudre ce problème. J'ai attrapé un papier, un crayon, et j'ai commencé à faire une liste. La liste de tout ce que je voyais. Il y a nous, les humains, il y a les villes, il y a les planètes, les étoiles, les galaxies. Voilà, problème résolu. Plus tard, j'ai appris que cependant tout ce qui constituait ma liste ne comptait que pour 5% de l'univers. 95% de l'univers nous est invisible et inconnu. Pour compléter ma liste, il me faut donc voir l'invisible. Je sais ce que vous dites. Vous dites que ce n'est pas gagné. Et pourtant, vous y arrivez. Et je vous invite à partir avec moi dans un petit voyage dans l'univers invisible pour vous prouver que vous y arrivez. Imaginez un peu. Il est 5 heures, Paris dort encore. Votre avion va bientôt se poser à l'aéroport Charles de Gaulle. Et par le hublot, voici ce que vous pouvez voir. Oupsie.
Problème technique, pardon. Voici ce que vous pouvez voir. Des lumières. Les lumières vacillantes des fenêtres de l'architecture parisienne. Mais vous ne voyez pas les structures que ces lumières habitent. La structure et l'architecture restent dissimulées. Pourtant, vous savez. Vous pouvez me dire, oui, là, il y a une rue, et là, un bâtiment. Parce que pour vous, les lumières sont des indices suffisants pour reconstituer la structure de l'arrangement de Paris. Si nous regardons l'univers, nous voyons également des lumières, mais pas de structure. La structure reste dissimulée. L'architecte de l'univers est ce qu'on appelle la matière noire, une matière que l'on ne voit pas et dont on ignore l'origine. Ce fantôme tisse le passé et le futur de l'évolution de toute chose. Imaginez à quel point il peut être important pour les scientifiques de parvenir à la déceler, d'avoir une méthode pour la cartographier. C'est là qu'intervient ma thèse. Je vais justement travailler sur une méthode qui va permettre la détection à partir de la lumière, comme vous le faites avec les lumières des immeubles de la ville de Paris. Bien sûr, pour le ciel, c'est un petit peu plus compliqué, parce que pour Paris, vous savez comment s'arrangent les choses. Mais pour que moi, je puisse faire sortir de l'ombre la matière noire, je vais utiliser un outil. Après 100 ans de recherche, cet outil, le voici. Une bouteille d'eau. Très exactement, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe. Si je regarde à travers cette bouteille d'eau, la lampe là-haut, la lampe m'apparaît déformée. Eh bien, comme nous avons vu avec Raphaël, il se passe la même chose dans l'univers. Les galaxies, en nous envoyant leur lumière, la lumière qui vient de ces galaxies va être déviée. Et quand nous les observerons sur le télescope, cette lumière, cette image, sera déformée. C'est grâce à cette déformation que nous allons repérer les différents immeubles de l'univers. Justement, cette déformation, c'est ce qu'on appelle l'effet de l'antigravitationnel faible. La matière va dévier la lumière. Mais la matière noire est une matière, elle dévie donc la lumière. Voilà comment nous allons faire. Le problème étant que cette déviation est faible. Il nous faut donc trouver un endroit dans l'univers où nous allons pouvoir trouver beaucoup de matière noire pour avoir une plus grande déviation. On va donc s'intéresser aux amas de galaxies. Ce sont des rassemblements de centaines de galaxies, soit 10 000 milliards d'étoiles. En gros, un truc gros, lourd et lumineux. On a des méthodes aujourd'hui pour les déceler. La méthode utilisée depuis 20 ans est en général trop lente et trop ciblée. J'ai donc la tâche de développer une nouvelle méthode qui va pouvoir arriver à détecter non pas seulement la Tour Eiffel et la Défense, mais également venir détecter la Tour Eiffel, la Défense, les immeubles de Paris et les maisons. À partir de ma méthode, j'espère pouvoir reprendre ma liste et après les amas de galaxies et les galaxies, j'espère pouvoir y ajouter la matière noire. Merci beaucoup. J'ai dans ma main un smartphone. On l'utilise tous les jours, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'il contient ? Si vous avez un peu d'esprit pratique, vous me direz une batterie, un écran. Mais moi, je vous dirais plutôt que dans votre smartphone, il y a 70 éléments chimiques différents. Dans votre smartphone, il y a de l'or, du platine, par exemple. Alors moi, la question que je me pose, c'est mais d'où viennent tous ces éléments ? Pourquoi on les trouve sur Terre et dans ces quantités si faibles ? Pour répondre à cette question, laissez-moi vous présenter le monde merveilleux de l'astrophysique des hautes énergies, qui s'intéresse aux phénomènes cataclysmiques les plus violents de l'univers. Pour produire notre or et notre smartphone, on a d'abord besoin d'une étoile, mais pas n'importe laquelle. Une étoile massive, entre 8 et 25 fois la masse du Soleil. Un destin tragique l'attend. Pendant plusieurs millions d'années, elle va fusionner les éléments qui la constituent pour produire des éléments de plus en plus lourds jusqu'au fer. À la fin de sa vie, en une journée, son noyau de fer va grossir, jusqu'à dépasser une masse proche de celle du Soleil, et à cet instant, un événement cataclysmique se produit. Sous l'effet de son propre poids, en une seconde, ce noyau de fer s'effondre sur lui-même, jusqu'à former un objet tout petit, une étoile à neutrons. Maintenant, mettez-vous à la place des enveloppes extérieures de l'étoile. Vous regardez sous vos pieds, et d'un coup, le sol a disparu. Donc à part paniquer un petit peu, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous tombez. L'enveloppe de l'étoile s'effondre, rebondit sur la surface de l'étoile à neutrons qui vient d'être produite et est éjectée. Ça produit un des événements les plus brillants de l'univers, une supernova. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Intéressons-nous maintenant à notre petite étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, c'est probablement l'objet le plus bizarre que vous puissiez trouver dans l'univers. C'est une étoile qui fait un peu plus que la masse du Soleil, mais dont la taille est équivalente à la taille de Paris. Environ un rayon d'une dizaine de kilomètres. Si vous deviez prendre un carreau de sucre de matière d'étoile à neutrons, ce carreau de sucre pèserait 1 milliard de tonnes. Maintenant que les présentations sont faites, il nous manque un dernier ingrédient pour produire notre or. Ce dernier ingrédient, c'est une deuxième étoile à neutrons. En fait, environ la moitié des étoiles de l'univers vivent dans des systèmes binaires, où l'une tourne autour de l'autre. Si les bonnes conditions sont remplies, les deux étoiles vont exploser successivement en supernova et produire deux étoiles à neutrons. Alors, la théorie de la relativité générale d'Einstein nous dit que ces deux étoiles à neutrons vont déformer la structure de l'espace-temps et émettre de l'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles qu'on peut détecter sur Terre. Comment ça, vous n'avez rien compris? Prenons un exemple. Imaginez une nappe bien tendue. Sur cette nappe, vous posez une boule de pétanque. Elle va déformer légèrement sa surface. Ajoutez maintenant une deuxième boule de pétanque et vous avez un système binaire d'étoiles à neutrons. Faites-les tourner l'une autour de l'autre extrêmement rapidement et vous devriez voir des ondes se propager dans la structure de votre nappe. Ce sont exactement les ondes gravitationnelles. Notre système binaire d'étoiles va donc se rapprocher en spiralant l'une autour de l'autre jusqu'à ce que les deux étoiles à neutrons se touchent. On parle de coalescence. À cet instant, tout se joue en un millième de seconde. La majeure partie de la matière s'effondre sur elle-même pour former un trou noir. Une petite partie est éjectée sous forme de jet à quasiment la vitesse de la lumière et donne naissance à l'objet le plus brillant visible dans l'univers, un sursaut gamma. Enfin, une dernière partie de la matière est éjectée dans toutes les directions. Et c'est exactement là que vont être produits les éléments lourds. En effet, une étoile à neutrons, c'est principalement constitué de neutrons, sauf dans la croûte où il y a un peu de fer. La matière éjectée contient donc des noyaux de fer et un flux extrêmement intense de neutrons qui viennent bombarder ces noyaux de fer. Sous ce feu de neutrons, les noyaux de fer n'ont d'autre choix que de les attraper et de grossir progressivement, et c'est exactement comme ça que sont produits les éléments lourds. Alors moi, dans ma thèse, j'essaie de comprendre quel est le nombre d'étoiles à neutrons qui coalescent à chaque instant dans l'univers. Et ce n'est pas quelque chose qui est simple, car pour pouvoir faire ça, il faut comprendre comment se comportent les étoiles massives lorsqu'elles vivent en paire. Dans la pratique, je simule des milliards de systèmes binaires et j'en étudie les propriétés. Je calcule aussi des modèles, des jets qui sont émis lorsque les étoiles à neutrons coalescent, et c'est ces jets qui nous permettent de les détecter. À la fin, j'arrive donc à comprendre pourquoi on a de l'or sur Terre et surtout dans ces quantités. C'est tout simplement le résultat d'une attente d'un peu plus de 10 milliards d'années et d'encore plus d'explosions d'étoiles suivies de coalescences d'étoiles à neutrons qui ont progressivement enrichi l'univers en ces éléments lourds. Et tout ça finit dans votre poche. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Julien Marcureau et je vais essayer de vous présenter dans les 5 minutes qui suivent le sujet de ma thèse qui a pour titre un petit peu barbare, l'évolution de systèmes binaires massifs et l'impact des paramètres évolutifs dans la formation de binaires d'objets compacts. Alors ce titre fait un petit peu peur quand on le lit, je suis assez d'accord, mais en gros il fait référence à une science de l'extrême comme a parlé Clément qui est parti. C'est pas grave. Donc en fait on va parler d'étoiles qui vont être énormes, qui vont vivre en binaire, donc qui vont vivre en couple, d'étoiles qui vont faire vraiment passer le soleil pour un petit joueur comme vous pouvez le voir ici. On va parler de géantes, d'hypergéantes, de supergéantes. On va aussi parler d'explosions violentes, de fin, de mort de ces étoiles qui vont être extrêmement énergétiques et qui vont être extrêmement violentes. Et ces explosions vont mener à des monstres minuscules. C'est assez antithétique et pourtant c'est le cas. On va parler de trous noirs et d'étoiles à neutrons qui vont être ce qu'on appelle des objets compacts. Ça va être des objets très lourds, mais dont le rayon va être extrêmement réduit. Donc, ce qui m'a plu en fait dans ce sujet de thèse, justement, c'était ce côté un petit peu extrême du domaine. Et donc, ma thèse en elle-même consiste à étudier l'évolution justement de couples de binaires massifs isolés. Alors pourquoi? En fait, une binaire massive isolée, ce sont deux étoiles qui vont vivre ensemble et qui vont mener une vie ensemble, qui vont vivre en couple. C'est la majeure partie des étoiles de notre galaxie, en fait. Et on va commencer avec des étoiles qui vont être massives, c'est-à-dire plusieurs dizaines de fois la masse du Soleil. Vous avez déjà vu avec la présentation de Jean-Baptiste que le Soleil est gros. Là, on va parler d'étoiles qui sont entre 10 et 100 fois plus grosses que notre Soleil à nous. Et donc, ces étoiles vont vivre conjointement. Elles vont vivre suffisamment proches pour échanger de la matière, varier en position
et donc avoir un impact l'une sur l'autre et sur le résultat final. Le résultat final, ce sera quoi? Ce sera justement une binaire d'objets compacts, donc ils vont être une binaire de deux objets très massifs mais extrêmement petits. Donc à différentes étapes de leur vie, en fait à toutes les étapes de leur vie, il va y avoir des interactions, par exemple pendant l'étape de supernova ou pendant la phase qu'on va appeler HMXB, qui est un nom un petit peu barbare que j'expliquerai un petit peu plus loin, ou la phase d'enveloppe commune. Toutes ces phases-là vont avoir un rôle justement sur le résultat final que l'on va avoir. Donc justement, une des parties de ma thèse, ça va être une étude très astrophysique. On va étudier des images, on va étudier des spectres, et on va étudier en fait des photos à l'instant T de cette étape d'évolution. Donc on va prendre des candidats justement dans notre galaxie, qui vont être des candidats pour être des HMXB ou des enveloppes communes ou ce genre de choses. Donc des étapes vraiment dans l'évolution, et on va essayer de comprendre comment on va pouvoir contraindre des paramètres particuliers. Par exemple, quand on a une phase d'HMXB, donc la phase d'HMXB, c'est une phase où on a la première étoile, la plus massive, qui est déjà morte, qui a formé l'objet compact, et donc elle orbite autour de l'étoile qui reste encore à vivre. Et comme elle fait une forme d'ellipse, eh bien, quand elle se retrouve suffisamment proche, elle va enlever un petit peu de matière et elle va rayonner sous la forme de rayons X, d'où le X de HMXB. Et cette partie-là va avoir un impact justement va être impactée notamment par la masse, le vent aussi émis par les étoiles, etc. Donc, en étudiant justement cette phase particulièrement, on peut deviner, on peut contraindre surtout certains paramètres, par exemple la composition des étoiles. La deuxième partie de ma thèse, elle, va avoir un aspect plus simulation et machine learning. Alors machine learning, c'est un terme qu'on aime bien utiliser de nos jours en physique aussi. Les simulations, qu'est-ce que c'est? C'est comme on ne peut pas produire d'étoiles en laboratoire, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Le problème, du coup, ça va être d'essayer de faire ça informatiquement. Donc on va utiliser un logiciel, moi j'utilise Mesa, qui va simuler justement la vie de plusieurs binaires. Donc on va créer des paramètres initiaux, donc des masses et des distances initiales par exemple pour les étoiles, et on va les faire évoluer avec interaction jusqu'au résultat final qui va être une binaire d'objets compacts. Et donc on a déjà lancé plein de simulations. Donc on a à peu près 22 000 simulations d'étoiles justement qui ont vécu comme ça. Et l'idée ensuite c'est de donner ça à un algorithme de machine learning. L'algorithme de machine learning, ça va être une sorte de boîte noire où justement on va lui donner à la fois les entrées et les sorties, il va apprendre là-dessus. Et ensuite, si on lui donne par exemple les entrées, donc des masses initiales d'étoiles, il pourra nous prédire les sorties, ou inversement, si on lui donne des masses d'objets compacts, il pourrait prédire les entrées. Et les masses d'objets compacts, on peut les calculer, on peut les déterminer grâce à des observations. On peut avoir de vraies masses de trous noirs en utilisant les données de LIGO et Virgo, qui sont des instruments qui peuvent détecter les ondes gravitationnelles dont a parlé Clément, qui vont être générées justement lorsque deux objets compacts vont commencer à se tourner autour très vite et fusionner. Et donc, pourquoi on fait ça? Parce que si on arrive à prédire justement, si on arrive à détecter des ondes gravitationnelles, ce que l'on peut faire, on peut, grâce à mon algorithme de machine learning, prédire la masse initiale des étoiles qui ont généré les objets compacts, qui eux-mêmes ont généré les ondes gravitationnelles. Et si on connaît la masse du système binaire, il faut savoir que dans l'univers, les étoiles les plus massives ont été formées le plus tôt, et donc on pourra faire des statistiques. On a essayé vraiment de primer ceux qui s'adressaient vraiment à la salle et pas seulement au jury, quoi. Donc ça explique des choses. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'auront pas le premier, deuxième ou troisième prix n'étaient pas bons, au contraire, hein, mais il fallait bien qu'on ait un critère, donc on a pris plutôt ça. Et vous avez vu qu'on a vraiment choisi dans le jury de ne pas être un jury entre astrophysiciens, mais d'être un jury très très ouvert, là aussi paritaire. Donc finalement, après tous ces éléments-là, encore une fois, c'est vraiment un tout petit epsilon qui détermine qui est troisième, second et premier, et tous les autres, évidemment, sont quatrième ex aequo. C'est très clair. Donc, le troisième, c'est donc, après délibération longue, c'est Clément Pellouin. Voilà, bravo. Ensuite, donc en numéro 2, c'est Gavin Leroy.
Et enfin, donc en numéro 1, c'est Jean-Baptiste Daqueyo. Donc voilà, nous on a fait notre travail. On peut vous laisser continuer à poser des questions si vous le souhaitez, vous laisser répondre. Et une fois que vous aurez fini ça, on vous donne rendez-vous dans les autres salles pour la suite des rencontres.